Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors j'ai pas fait exprès mais je suis raccord avec mon plaid derrière. Voilà, team bleu canard. C'était pas fait exprès, je tourne cette vidéo, on est le Blue Monday, donc je me suis dit allez, je vais faire un clin d'œil au Blue Monday avec un t-shirt bleu. J'avais oublié que c'était la même couleur que mon plaid. Donc ça va faire un petit peu bizarre mais on va faire avec. Bref, cette vidéo va concerner, comme vous avez certainement dû le voir dans le titre, mes top lectures de l'année 2021. Alors on va commencer tout de suite cette vidéo parce que sinon, comme d'habitude, elle va être très longue. Il y a tout ça pour tout ce que j'ai aimé en 2021. Il y a peut-être un ou deux autres titres qui pourraient venir se glisser dans la pile, mais je ne les ai pas en version papier. Donc, par la magie du montage, il y aura comme d'habitude un insert de la couverture. Alors j'ai envie de dire que on va commencer tout en douceur avec un livre que j'ai trouvé beaucoup trop mignon. Il s'agit de Mon automne cosy de Caroline Millet. Et c'est trop beau. J'ai également mon hiver cosy qu'elle a sorti pour cet hiver, pour novembre, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas encore lu, il fait partie de ma palle du Cold Winter, et il serait temps que je la lise parce qu'on est mi-janvier, et si j'ai lu 2 livres de ma palle Cold Winter, c'est tout. Il est grand temps que je m'y mette. Mais ceci n'est pas le sujet. Mon automne cosy, c'est... Je vous avais déjà fait une petite review quand je l'avais lu pendant mon Pumpkin Autumn Challenge. Et c'est, vous voyez, c'est rempli de jolies illustrations faites par Caroline Millet, qui est donc également illustratrice et autrice de cette œuvre. Et elle nous parle de tout ce qu'elle aime pendant l'automne, de ce qu'elle aime lire, ce qu'elle aime manger, les balades qu'elle aime faire, le mood qu'il y a tout autour de cette saison. Elle nous parle de tout ce qu'elle aime et c'est tellement cocooning. Et franchement, j'ai très hâte de lire maintenant Mon hiver cosy. Et j'avoue que je serais tentée de l'avoir la suite, Mon printemps cosy et peut-être Mon été cosy si Caroline continue sur sa lancée. Ce que j'aimerais beaucoup parce que j'ai franchement adoré le premier tome, c'est un régal, un bonbon de joie, de bonne humeur et de cosy. Donc je vous le recommande à 300% celui-ci. J'ai envie de continuer dans la série des graphiques en vous proposant 3 BD que j'ai adoré parce que le design, parce que les couleurs, parce que l'histoire, parce que mythologie grecque, un condensé de ce que j'aime, bref. Je voulais vous présenter la série Agapé. Alors Agapé, c'est une série qui a été auto-éditée par l'autrice Nith, j'espère que je prononce bien, N-U-I-T-H, qui a fait, hop, je vous montre, 3 BD successives sur une réécriture du mythe de Perséphone et Hadès. Et j'ai perdu le marque-page, qui représente la déesse Nyx, qui est génial. Bref, c'est trop beau. Franchement, elle a un coup de crayon merveilleux. Je vais vous montrer un petit peu du tome 1 pour pas trop vous spoiler. Et regardez les couleurs qu'elle propose, les mises en scène sont magnifiques. Il y a un petit peu des parties comme ça, vous voyez, où les personnages sont un peu caricaturés en chibi, comme ça. Mais franchement, c'est bourré d'humour. C'est une histoire qui allie la romance, la mythologie, l'humour. Tout ça dans un condensé de couleurs magnifiques, de mise en scène incroyable. Comme je vous le disais, regardez comment, par exemple, elle nous présente l'arrivée aux enfers. C'est trop beau. Et le plus de cette histoire, je trouve, c'est que, je sais pas si on verra bien à la caméra, mais tout est fait à l'aquarelle en fait. Ce qui donne une toute autre dimension, je trouve, à la BD. Parce qu'on voit encore le grain sous la peinture, on voit les petits coups de crayon qu'elle a fait, peut-être les petits défauts de gommage. Et je trouve que ça rend vraiment l'œuvre authentique en fait. Ça change des BD classiques qui sont colorisés via ordinateur et ça lui apporte une dimension que je trouve tout à fait charmante, géniale et qui rend l'œuvre encore plus unique. Donc, hop, la série Agapé. Si jamais elle vous intéresse, je vous mettrai le lien de son compte en barre d'infos parce qu'ils ne sont pas commercialisés sur les plateformes classiques, que ce soit en librairie ou même sur des plateformes comme Amazon. Elle les vend uniquement via son Facebook en fait. Donc je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la contacter. Elle fait des œuvres incroyables et de temps à autre elle fait même des campagnes Ulule où ça lui permet de financer des nouveaux projets, comme par exemple la réédition de cet homme,
Là, récemment, j'ai participé à une de ses campagnes pour qu'elle fasse un artbook sur la mythologie grecque qui a l'air incroyable. Bref, Nice, Agapé, pareil, je vous le recommande à 300%, c'était vraiment génial. On en a fini pour la partie graphique, maintenant ce que je vais vous présenter, ça va être que des romans. Et le premier que j'ai adoré, c'est le 3e et dernier tome d'une trilogie fabuleuse. Ça a été un coup de cœur pour chacun des tomes que j'ai lus. Et j'ai lu le 3e tome en janvier de l'an dernier, si je ne me trompe pas. Et ça collait pile poil pour l'hiver. Je voulais vous parler de L'hiver de la sorcière de Catherine Arden, c'est publié aux éditions de Noël. Et derrière ma tête, quelque part, vous avez les 2 premiers tomes. C'est la saga, la trilogie de l'hiver. Le premier tome s'appelle L'ours et le rossignol et le second La fille dans la tour, si je ne me trompe pas. Et donc le 3e, c'est celui-ci, L'hiver de la sorcière. Et comme les 2 autres, c'était génial. Franchement, je me suis régalée. Déjà, j'ai envie de dire, attendons-nous déjà sur la magnifique couverture. Je vous la mets un peu en biais comme ça, mais sinon vous allez la voir, le reflet de la ring light en plein milieu, ce sera pas très agréable. C'est beau. C'est à mi-chemin entre le folklore russe, le conte, l'épopée fantastique, même un petit peu de l'historique. C'était franchement génial. On suit la quête de Vassia, qui a le pouvoir de voir tous les petits êtres du folklore russe, en fait. Et le problème, c'est que la religion chrétienne arrive à grands pas en Russie et elle a pour but d'éradiquer les anciennes religions, les anciens folklores, tout ce qui est les anciens rites, les anciens dieux, tout ça. Elle veut tout éradiquer pour imposer le christianisme avec un seul et unique dieu. Et Vassia n'est pas tout à fait d'accord, et le peuple du folklore non plus, parce que si les gens ne croient plus en eux, eh bien, ils n'existeront plus, ils n'auront plus de pouvoir sur le peuple russe en fait. Il va y avoir une quête mystique autour de tout ça pour un enjeu politico-religieux, il va y avoir plein de rebondissements, c'est une saga incroyable. C'est une super saga qui a été éditée en poche, je crois bien en plus. Donc si le grand format ne vous convient pas, il y a également les tomes en poche et cette saga est géniale. Je crois que je vais me répéter, mais une fois de plus, je vous la recommande à 300%. Alors pour le prochain roman que je vais vous présenter, on va rester dans le folklore russe, on va rester dans les côtés fantastiques, le côté un petit peu historique et les contrées froides surtout. Est-ce que j'ai besoin encore une fois de vous présenter un coup de cœur de cette année ? Oui, il est encore là, la dernière Anastasia de Tina Muir, mais est-ce que j'ai encore besoin de vous répéter qu'il est super bien, qu'il faut que vous alliez l'acheter ? Si vous ne l'avez pas encore, qu'attendez-vous ? Franchement, qu'attendez-vous ? Alors, on commence une fois de plus par la jolie couverture, qui est en plus en soft touch. Si vous suivez cette chaîne, je pense que vous savez que j'adore les soft touch. Ça fait des traces de doigts, mais on s'en fout, c'est super beau. Et ce roman, franchement, comme dans toutes mes vidéos précédentes où j'en parle, j'ai envie de vous dire que je l'ai adoré parce qu'il mélange la romance, le côté policier, le côté aventure, le côté mystique, folklore russe et le côté un peu aussi historique, puisqu'on va parler des Romanov. Bref, c'était un cocktail parfait qui matchait parfaitement pour moi en tout cas, avec des rebondissements, avec une romance qui est présente mais qui ne prenait pas trop le pas sur l'histoire. Donc ça, moi, ça me convient parce que comme vous le savez, je pense, si vous suivez cette chaîne, d'habitude, je suis pas trop romance, je suis plutôt thriller. Mais là, mêlé au fantastique, ça match à la perfection. Vous allez suivre Anna, qui est une jeune fille qui vit avec sa famille au fin fond de la forêt russe, et qui a une marraine pas banale parce que ce n'est autre que la Baba Yaga des contes russes. Mais un jour, la famille d'Anna est complètement assassinée et elle est la seule survivante de cette famille, et elle est la seule détentrice d'un très lourd secret qu'elle-même ne connaît pas. Elle va rencontrer en chemin Jarvis, qui va tout faire pour essayer de découvrir le mystère qui pèse autour d'Anna, de sa famille, de ce secret qu'elle doit protéger, et de cette fameuse Baba Yaga qui est avec elle, et qu'il ne sait pas si elle doit la considérer comme un allié ou un ennemi. C'était génial, j'ai adoré cette lecture, surtout par là, une période de froid, c'est parfait d'aller en Russie. Une fois de plus, comme tous les livres que je vous recommande dans cette vidéo, je vous le recommande celui-ci à 300%. Courez vous le procurer. Alors on va rester dans le côté encore un peu mystique, j'ai l'impression que finalement je vous présente que des choses un petit peu dans le fantastique et le surnaturel. Mais celui-ci en fait partie. Il est en anglais par contre, il n'a pas encore été traduit. Je voulais vous parler de A Touch of Darkness, c'est de Scarlett Sinclair et c'est auto-édité lui aussi.
Il est en anglais, il est en soft touch lui aussi, avec une couverture magnifique pour lui aussi. Et c'est une réécriture du mythe d'Hadès et de Perséphone, revisité dans un monde plutôt contemporain en fait. Revisité dans un monde plutôt contemporain. On va avoir Hadès qui est le pilier du monde de la nuit avec plein de bars, de boîtes de nuit et compagnie qui lui appartiennent. Perséphone, quant à elle, est une jeune étudiante en journalisme qui rêve de devenir une journaliste renommée et qui, un soir, a décidé d'aller faire la fête sans savoir qu'elle allait se retrouver dans la boîte de nuit que Hadès tient. Et elle va se retrouver liée à Hadès par un pacte sans le savoir. Et là, on va revisiter le mythe d'Hadès et Perséphone de manière plus contemporaine. Il y a toujours un rapport avec la mythologie grecque du fait qu'il y a les dieux qui sont présents dans le monde contemporain et que les hommes savent qu'ils existent et qu'ils les vénèrent de manière ouverte. Et nous, on va vraiment tourner autour de Hadès et Perséphone, cette jeune femme qui est normalement déesse du printemps et qui ne sait rien faire pousser du tout. Au contraire, toutes les plantes qu'elle touche, elle les fait mourir. Et à côté de ça, on a Hadès qui fait un pacte avec elle où elle doit créer la vie aux enfers, auquel cas, si elle échoue, elle lui appartiendra à jamais. Donc, c'était très sympa. C'est de la romance aussi, avec un côté fantastique et mystique que j'aime beaucoup. Et c'est pas à mettre par contre entre toutes les mains, parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe assez explicites. Donc ça peut ne pas convenir à toutes les personnes. Comme je vous disais précédemment, il est en anglais, il n'est pas traduit. Il demande quand même pas mal de connaissances au niveau vocabulaire si on veut le lire de manière assez fluide sans buter sur tous les mots. Mais je l'ai trouvé génial. C'est le premier tome d'une trilogie sur Perséphone. Il y a également 3 tomes sur Hadès et il y a un tome qui relie les deux. Donc ça, c'est le premier tome de point de vue Perséphone que j'ai beaucoup aimé. J'ai les autres tomes du point de vue de Perséphone et j'ai le premier point de vue Hadès que je n'ai pas encore lu. Et j'ai très hâte de connaître la suite parce que c'est très très intéressant. Bref, si vous aimez ce style mythologie, croisé romance, croisé fantastique, croisé un peu contemporain, avec il est vrai des scènes de sexe, si ça ne vous dérange pas, ce livre est fait pour vous. Enfin, un nouveau livre qui ne parle pas de mythologie ni de mysticisme, mais on va rentrer dans ce que je préfère, c'est le thriller. Alors, j'aurais pu très bien mettre 1991 de Franck Tillier, qui était son roman sorti en 2021. Mais j'ai envie de dire, chaque année, je pourrais mettre un Franck Tillier parce que je tombe à chaque fois fan de sa nouvelle œuvre. 1991 n'a pas fait défaut, je l'ai adoré. En plus, on parle là de la première enquête de Charcot, pour mieux apprendre à cerner le personnage, comprendre pourquoi il est aussi bourru, fermé, très froid et très malin justement avec tout ce qu'il peut voir après dans le monde de la police. On comprend vraiment ce qui s'est passé et pourquoi le personnage est tel qu'il est quand on le rencontre dans le premier tome en fait. C'était génial. Mais ça n'est pas de lui que je vais vous parler. C'est un roman que j'avais vu passer depuis très longtemps, que je voulais découvrir, et ça a été un énorme coup de cœur, je l'ai dévoré. C'est Octobre de Soren Sveistrup, et c'est publié, moi, aux éditions Albin Michel. Est-ce que j'ai besoin de vous préciser que là aussi la couverture est magnifique? Pour une fois, ce n'est pas du soft touch, mais ici, toutes les écritures sont en relief, et c'est un énorme coup de cœur. Je me demande pourquoi j'ai mis si longtemps avant de tomber dessus, parce qu'il était franchement génial. Ils ont même fait une série sur Netflix adaptée de ce roman, que je n'ai pas encore vu parce que je n'ai pas Netflix, mais qui me démange bien d'aller regarder si c'est vraiment une bonne adaptation de ce livre, parce qu'il était vraiment génial. Alors il a vraiment tout du thriller sombre, addictif, fait pour se creuser les méninges que j'adore, parce qu'on va avoir affaire à un meurtre, et à côté du cadavre, la police va retrouver un petit bonhomme fabriqué à partir de marron. Et sur ce bonhomme en marron, il va y avoir les empreintes d'une petite fille. Et cette petite fille, c'est celle de la ministre des Affaires qui a disparu il y a plusieurs années de ça et qui est présumée morte. Alors est-ce que ce sont vraiment les empreintes de la jeune fille? Est-ce que c'est un canular? Est-ce qu'elle est en vie? Est-ce qu'elle est morte? Il va falloir aller plus loin dans l'enquête parce qu'un autre meurtre va avoir lieu et il va y avoir un autre bonhomme en marron avec les mêmes empreintes dessus. C'est un thriller vraiment haletant qui est génial. Je connaissais absolument pas cet auteur, mais franchement, je suis tombée en admiration devant la plume. C'est addictif, c'est assez noir quand même, donc si on n'a pas l'habitude des thrillers, il faut peut-être un petit peu s'accrocher parce que c'est assez détaillé, parce que les meurtres sont assez détaillés.
Moi j'aime beaucoup ça, quand c'est vraiment le thriller sombre qui nous fait réfléchir, qui nous fait avancer en même temps que le tueur et les enquêteurs. Je trouve ça fascinant. Et alors celui-ci, il était incroyable, je l'ai dévoré. Une fois de plus, celui-ci, je vous le recommande à 300%. On en a fini avec les livres que j'avais en physique. Il reste 2 œuvres que j'ai découvertes cette année et que j'ai trouvé vraiment chouettes. Le premier, c'est La Prince et la Couturière. Je vais vous faire un insert de la couverture juste ici, où les designs sont incroyables. Les couleurs sont éclatantes de vie, de joie. Ça donne envie de le lire, ça donne envie de danser et de bouger avec les protagonistes. Ça donne envie presque de faire de la couture aussi. C'était vraiment chouette, très très agréable à lire et franchement moi c'est le design et les couleurs qui m'ont captivée. J'ai trouvé ça vraiment super joli. Et pour le résumer, on va suivre une couturière qui par hasard va se retrouver la couturière d'un jeune prince qui a un secret, c'est que la journée il est le prince, l'héritier du royaume qui doit faire preuve de bonne figure devant son peuple, mais la nuit c'est Lady Crystalia. Il endosse des robes et des perruques magnifiques et il se libère complètement, il s'émancipe et il devient une toute autre personne. Mais il faut garder son secret, sinon les conséquences sur le royaume pourraient être terribles. C'était vraiment chouette, je me suis régalée dans cette lecture. Et comme je vous disais précédemment, les couleurs et les designs sont tellement jolis que, franchement, j'ai adoré. Et on va clore ce top 21 avec un roman que j'ai longtemps hésité à lire et qui finalement est presque un coup de cœur, mais je le classe ici parce que franchement c'était une excellente découverte. Je veux parler de Vampiria, le premier tome, La Cour des Ténèbres, de Victor Dixon. C'était une excellente découverte. Et maintenant j'ai envie de lire le tome 2 et Phobos parce que la plume de Victor Dixon m'a convaincue. Et moi c'est le pitch que je trouvais totalement original avec un Louis XIV en vampire. Louis XIV qui est censé être le roi soleil, qui a été transformé en vampire et qui maintenant régit la Cour des Ténèbres. Et à côté de ce Louis XIV en vampire, nous allons suivre Jeanne, qui est une roturière, et par un concours de circonstances que je ne peux pas vous dévoiler sans vous révéler la moitié de l'intrigue, elle va se retrouver propulsée au rang de noble, et elle va pouvoir intégrer une prestigieuse école qui lui enseigne les bonnes manières, et du jour et de la nuit, pour pouvoir intégrer peut-être la cour des vampires. C'était une excellente découverte avec plein de bonnes idées, c'est très riche, ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de suspense, de rebondissements, de petites intrigues, une école qui permet d'apprendre les us et coutumes du monde du jour comme de la nuit, avec du danger, avec des intrigues politiques, bref. Un cocktail de trucs super chouettes qui nous donne envie, qui m'a donné envie en tout cas, de lire le tome 2 et de me plonger encore plus dans le monde de la nuit et de voir qu'est-ce qui se cache sous le masque de l'or de Louis XIV. Je suis très très intriguée. Bref, c'était le dernier livre que je pouvais vous recommander dans mes top 21. C'était une année très riche en émotions, en lecture. D'après mon livre addict, je crois que j'ai lu 90 livres, avec je crois quelque chose comme 23 mangas et 16 BD, ou l'inverse, je sais plus exactement. Donc assez varié par rapport à la première année où j'étais arrivée qu'à courant octobre, donc j'ai pas pu faire une année complète en tant que booktubeuse. Donc cette année, c'est le cas, c'était super chouette, j'ai envie de réitérer cette année l'expérience avec vous et de lire encore plus de livres pour vous proposer encore plus de contenu. Bref, je vais clôturer ici ma vidéo de mes tops 2021. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire si parmi ces livres, vous aussi, vous en avez apprécié ou non. Dites-moi également quels sont vos tops 2021. Et sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite plein d'excellentes nouvelles lectures et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!